Merci, merci tout d'abord pour votre invitation. Merci pour l'assistance des gens qui sont déplacés quand même. Merci pour votre respect. Comme a dit Mouloud et mon ami Nadir, c'est que dans ce roman, pour attaquer le sujet, dans ce roman, j'ai essayé de relater l'histoire vécue dans la région d'Opas, plus particulièrement dans cette Ouad Marsa qui englobait toutes les communes avoisinantes. Ce Mohamed, c'était une histoire véridique. Moi, j'ai eu le fil d'Ariane, si vous voulez, à partir de ses neveux. C'était des gens qui ont dit, voilà, on a trouvé un cahier journal intime de leur grand-père, qui avait mentionné, grosso modo, toute la péripétie qu'il avait faite pendant les années 40, en raison d'une chèvre. C'était le précurseur, chacun lui a chopé une chèvre, il était obligé de partir. De peur de ses parents. Il faut voir aussi que dans le temps, une chèvre, quand même, c'est quand même c'est quelque chose sur le plan financier. C'est quand même une perte majeure. Et son père ne pouvait pas accepter cette chose pour dire qu'il n'a pas fait son travail en tant que berger. Dans ce roman, l'histoire, c'est qu'au début, il avait pensé un peu d'aller chez sa tante, chez ses voisins, chez ses cousins éloignés pour un peu se réfugier 2-3 jours, le temps que son père débloque un peu et revenir. Mais il s'est rendu compte que c'est l'inverse. Si jamais il va fuguer et que son père, après des recherches, il va le trouver, son cas sera plus aggravé que s'il se rendait directement à la maison. Donc il a préféré, au début ça lui a effleuré l'esprit, il a préféré d'aller, il a pensé où passer la nuit. Dans le temps, vous savez, tout ce qu'il y avait sur le sujet des marabouts, pour aller passer la nuit dans un lieu hanté, qui avait des diables, il y avait le marabout qui se réveillait la nuit selon les croyances, il fallait avoir quand même du courage. Donc ce gosse, ce gamin, qui n'avait pas l'âge quand même, qui n'était pas très âgé, il fallait quand même du courage pour se rendre dans ce mausolée et passer la nuit. Mais c'était son seul refuge. Personne n'avait pensé que ce jeune homme, ce jeune garçon va passer la nuit là-bas. Donc il a été ici, il a passé la nuit. Son père, dès qu'il a compté ses chèvres, il a vu ce qui manquait. Donc il avait compris un peu la chose. Il a été effectivement voir chez sa tante, chez ses voisins, des cousins éloignés, non, rien, personne n'a rien, n'a pas de moyen. Donc tout le monde donnait une explication. Moi, il a été dévoré par les chacals, il a été bouffé par les loups, il a été ceci. Bon, tout le monde avait une hypothèse. Toutes les hypothèses étaient fausses. Le lendemain, il s'est levé tôt, il est parti sur Béjaïa. Le plus difficile, c'était justement de passer à partir de là du château, à peu près, du château de la comtesse, pour arriver sur Béjaïa, parce que les gens le connaissaient. Il y avait des calmes, il n'avait pas d'argent. Et pour l'anecdote, dans le mausolée, il y avait un coin où on faisait l'offrande. Les gens qui donnaient un peu l'argent au saint, enfin, c'est plutôt aux arrière-fils aux arrière-fils du saint, parce que le saint était mort. Il voulait prendre l'argent, mais il avait peur, parce que pour lui, la croyance, c'est que ce saint, même mort, il avait la possibilité de rendre les choses. Cet argent peut devenir des serpents, peut devenir un scorpion, et puis il piquait. Il a hésité, mais bon, il a dit, écoutez, mon saint, je dois les prendre, j'ai vraiment besoin. Et si jamais je reviendrai, que je sois riche, je vais vous rendre l'argent plus, si jamais je deviendrai riche. Il avait pris l'argent, mais avec la peur au ventre de subir les arbres du saint. Il avait pris l'argent et rien ne s'est passé. Il marchait, rien, dans sa poche, il n'y avait pas de scorpion, rien ne bougeait. Il avait pris la route. Il avait pris la route à Béjaïa, il s'orientait par les rails. Il ne connaissait pas le nord, le sud. Il prenait les rails. Il savait qu'en suivant les rails, on arrive sur Alger. Il a pris les rails, il marchait. Il y avait la nuit, il ne voyait plus rien. Et la première nuit, il était arrivé presque vers Sidi Aïch, entre Tazmel et Sidi Aïch à peu près. Il y avait une huilerie. De loin, il voyait une lumière. Il a dit, bon, je ne vais pas vous passer la nuit. Je vais m'approcher effectivement pour voir ce qu'il y a. Il a vu, en s'approchant, il a vu qu'il y avait de la rigole de margine.
horloger, tout ça. Il a compris que c'était une ruine, mais il ne les connaissait pas. Il hésitait un peu, comment rentrer, pas y aller, il se questionnait un peu, mais il n'avait pas le choix. Il y avait un bon qui travaillait, il l'avait vu venir, il lui a dit, bon, approchez. Et après, ils sont sympathisés, ils lui ont donné un peu le refuge, ils lui ont donné à manger ce qu'ils avaient à manger. C'était la pauvreté. Mais aussi ce livre, pour ne pas qu'on arrête l'histoire, je préfère que vous la lisiez, j'ai essayé de transmettre les conditions de vie du peuple algérien sous la domination coloniale. Il est très important de restituer un peu les conditions, il n'y avait pas de travail. Par exemple, là, on passait avec les deux fermes, la ferme Est et Ouest. Il y avait les deux fermes, le seul lieu de travail. Donc il y avait une misère. Et les gens, tous les gens, vivaient pratiquement de l'agriculture de campagne. Donc on a beau gratter ces terrains, ils vous font survivre plutôt pendant l'année, mais pas plus. C'était une misère noire. J'ai aussi de décrire un peu la condition de la femme, parce que la femme dans le temps, elle était quand même mise en second rang, au deuxième rôle. Une femme qui ne donnait pas des enfants, qui n'avait pas enfanté, c'est de sa faute. On ne sait pas, on ne dit pas que c'est peut-être l'homme qui est stérile, mais non, on l'accuse. De premier abord, on accuse la femme. Si jamais elle a des filles, c'est aussi son problème. Pourquoi? C'est une mauvaise femme. Si jamais on a des bébés qui meurent parce qu'ils sont malades, parce qu'ils sont incomplets, parce qu'il y a des maladies comme aujourd'hui, non, c'est la femme. La femme n'a pas su donner de beaux garçons en bonne santé. Donc on avait mis toujours l'index sur la femme pour l'accuser de tous les maux. Ceci aussi, c'est cette condition. D'ailleurs, il y avait la grand-mère de Mohamed, elle avait 7 filles. Chaque fois, il y avait des superstitions, il y avait des croyances, il fallait au mausolée ramener un peu de terre, la mettre comme amulette, la mettre sous le... etc. Sinon, il faut prendre par exemple, des herbes, telle herbe avec de l'huile, avec du miel, ceci. Il y avait tout un tas de choses pour avoir un garçon. À la 6e, d'ailleurs, son mari allait la répudier. Pourquoi? Parce qu'elle a eu 6 filles. Elle a dit, si jamais, 5 filles, si jamais vous aurez une 6e fille, ça c'est le divorce. Vous voyez comment à peu près l'esprit. Il a fallu que sa belle-mère, justement, lui dise, attention, cette femme n'est pas toute seule responsable. Si vous lui avez injecté une partie du garçon, elle aurait donné naissance à un garçon. C'est un peu une logique, je dirais, de bon sens. Oui, de bon sens, parce que la femme ne voulait pas divorcer, il y avait 5 filles déjà, qui seront orphelines et tout. Elle lui a dit attention, ce que vous faites si vous lui avez injecté. C'était un peu à la limite de la décence, mais la belle femme était obligée de dire ceci. En fin de compte, l'homme s'est dit bon, j'accepte. Il a eu encore une 7e, parce que dans la science n'écoute pas le mausolée, n'écoute pas les gris-gris, mais il y a quelque chose de chimique, il y a quelque chose de physique. Il y a des chromosomes, quand il y a une combinaison bien définie, on aura des filles, avec une combinaison bien d'autres, on aura des garçons, etc. Mais pour vous dire, j'ai essayé un peu de faire un tableau de la situation de la femme, de la situation de l'Algérien, du vécu, des croyances. En plus, il y avait d'autres croyances que, par exemple, durant le voyage, il a voyagé, donc il a trouvé en premier lieu. La première nuit, il l'avait passé dans une boucherie. La deuxième nuit, c'était vers Tezmet, dans un lieu, c'est un peu une mosquée, c'est une médersa, voilà, une école coranique. Dans le temps, vous savez, il faut faire la différence. Il y avait quand même ce qu'on appelle les morabites. Ces gens-là, ils exploitaient la religion pour eux-mêmes. D'ailleurs, on a vu ça les années 90, etc. Ce qui s'est passé. Tous les gens exploitent soit la sociologie des gens, soit la religion, pour des fins d'intérêt. Il n'y a pas 35 solutions. C'est tout le monde. Depuis l'Antiquité, ces gens exploitaient, par exemple, leurs femmes, ils ne pouvaient pas le boire. Leurs femmes, ils ne ramenaient pas de l'eau. Donc c'est autour du hameau. S'organiser pour alimenter le cheikh et sa progéniture. Bien sûr, sans argent et rien. D'ailleurs,
mon premier roman, si on revient, ils ont même pris la terre pour rien. Des gens, au premier abord, ils demandent à acheter la terre, mais après, on lui vend la terre pour une somme. Finalement, il demande l'aumône, et finalement, il a plus d'argent pour acheter la terre et empocher le reste. C'est des gens qui exploitaient la religion. C'est pas la vraie religion. Donc, j'ai dit même dans ce livre que ces gens qui exploitaient la religion, c'est comme un peu importer quelque chose. Si on importe, par exemple, un bien de consommation du Japon, des États-Unis, on va contaminer l'atmosphère parce qu'il faut un voyage, du kérosène, des bateaux, etc. La religion, c'est pareil. On contamine notre culture. C'est tout. Et on ramène des gens qui vivent sur notre dos. Et en contrepartie, c'est la bénédiction. Donc ce bonhomme, il a été dans cette école coranique. Lui, il est de passage, il a demandé juste refuge pour une nuit. On lui a dit, bon, rentrez, mais bon, voilà, il faut faire la prière, faire les ablutions et tout ça. Il a pris pour lui, il passe la nuit, on fait ce qu'on lui demande, on part. Le lendemain, il va quitter. Le lendemain, il prend aussi, c'était un pèlerin. Donc c'est pourquoi l'appel des sirènes, c'est que ce bonhomme, il est appelé, il est attiré par quelque chose. Il a fait son voyage, il marchait, il était jeune, il ne savait pas. C'est au dépend de la rencontre. Il est là, il est à la merci des éléments, il est à la merci du voyage, du temps et de l'espace. À la deuxième nuit, à la troisième nuit plutôt, il passait la nuit dans un moulin. C'était un moulin à eau, le moulin qui est vide. Mais comme il y avait la superstition que les hiboux, dans le temps, les hiboux, quand ils criaient la nuit, il y aurait des morts dans l'âme. C'était sa croyance. Malheureusement, cette nuit, il était seul. Donc il a dit, il n'y a pas, c'est moi, je vais mourir. Heureusement, il y avait un sage dans l'âme, qui leur expliquait un peu ce qui est superstition, ce qui est logique, ce qui est superstition. Dans ce cas, il leur dit, non, attention, les hiboux, en particulier durant le printemps, ils appellent des partenaires, mâles ou femelles, pour faire des nids. Sinon, si chaque fois que les hiboux fait des cris et qu'il y a eu des morts, je pense qu'il n'y aurait pas grand-chose qui restait dans l'âme. Donc il s'est remémoré un peu ces explications, je dirais, cartésiennes du sage, et il s'est endormi. Et dans ce cas, j'ai dit que Mohamed avait les cauchemars quand il se réveillait le matin, mais pas quand il dort. Il n'avait pas de cauchemars quand il Le cauchemar, il commence le matin, il doit manger, il commence à se nourrir, se vêtir, les souliers à la limite, ils sont à la limite. Normalement, on devait les jeter depuis une belle durée et tout. Donc c'était ça que j'ai voulu un peu. Mais il faut voir que ce jeune homme, comme il avait une intelligence, il avait de la foi pour lui, il croyait en quelque chose qui le propulsait. Voyons la vie, la vie du courage. Donc c'est ça qui aussi donne l'exemple qu'on peut partir de rien, arriver à des sommets. On peut ne pas avoir aujourd'hui quelque chose et acquérir beaucoup de choses demain. C'est ça aussi que j'ai voulu donner aux jeunes. Donc il est arrivé à Alger. Il est arrivé à Alger, il est arrivé dans une ferme. Et par hasard, il avait trouvé quelqu'un de sa connaissance du bled. Vous savez, les Kabyles, j'ai dit d'ailleurs dans le livre, c'est comme les Texans. Ils se serrent les coudes à l'extérieur, mais ils peuvent s'entretuer à l'intérieur. Chez nous, ils peuvent vous tuer pour un lopin de terre, pour 50 cm. Mais si vous trouvez quelqu'un à Alger, il va vous aider, vous héberger, vous donner de l'argent, vous dépanner, tout ça. Ça, c'est une bonne chose. Donc, il y avait quand même cette solidarité du peuple algérien en général, mais aussi particulièrement du Kabyle. Si vous trouvez quelqu'un à Alger ou bien à Paris, vous n'êtes pas où dormir, il va vous prendre chez nous. Il y a beaucoup d'anecdotes, justement en France, dans le temps. Il y avait quelqu'un qui était hospitalisé, des gens, des Algériens, ils ont payé les médicaments, ils ne les connaissaient pas. C'est une solidarité entre Algériens en particulier en général et entre Kabyles en particulier. Donc le bonhomme, il est arrivé à Alger, il était illettré, il est parti de là, il n'a jamais été à l'école. Là, il a fait finalement atterri dans une ferme. Comme il était gosse,
Les travaux de ferme demandent quand même un peu de force, il faut être âgé. Ce qu'il pouvait faire, bon, la patronne, la colonne, si vous voulez dire, il l'avait pris en sympathie. Pourquoi? Parce qu'il avait un fils qui lui ressemblait, en particulier au niveau de la gauche. Il avait ce qu'on appelle le bec de lièvre. Il avait deux dents, dès qu'il souriait un peu, il y avait les deux dents qui sont là comme les becs de lièvre. Mais son fils, il était parti, il était mort. Il était mort par noyade dans une place, à une année d'intervalle avant qu'il arrive. Donc, dès qu'il l'a vu, il y avait une ressemblance de visage, surtout en particulier la lèvre, la bouche, il avait très en sympathie. La colonne, la pied noire qui avait tous les vêtements qui sont restés dans la chambre de son fils, tel qu'il les a laissés le jour de sa mort. Quand il commençait à lui donner des vêtements, d'ailleurs, même sur les manches, il y avait des étiquettes. Des fois XD, des fois c'est un numéro, parce que son fils était dans un collège. J'étais en interne, dans un collège dans le temps, il y avait des internats où on devait prendre des choses. Il a pris en sympathie, mais il a voulu encore lui donner, lui l'instruire. Il commençait à ramener des cahiers, il commençait à lui mettre l'alphabet, les petits calculs et tout ça. Il commençait à apprendre. Il prenait vite parce qu'il était intelligent. C'est pourquoi j'ai dit qu'il avait quand même une relation avec sa grand-mère. Sa grand-mère était particulière parce qu'elle avait une de ses voix qu'on écoutait dans la... Donc chaque fois, ce bonhomme, il était propulsé. Mais comme son travail consistait à distribuer le lait pour tous les clients de la dame, de la française, de la pied-noire, et en plus, à temps libre, il nettoyait les livres, des carottes, des navets, tout ça, il mettait en cajot, dans des cartons, qu'on expédiait sur Marseille, sur Paris, en France. Au début, on lui a donné confiance, il distribuait que le lait. Après, on a vu qu'ils ont une certaine confiance et ils ramassaient l'argent. Au début, ils ramassaient même les pourboires. La chrétienne voulait les christianiser, les évangéliser. Mais il n'a pas accepté. Il ne faisait pas la prière, il était musulman comme tout le monde. Il était de nature, il était là comme musulman, mais il faisait rien comme pratique. Mais il n'a pas voulu être évangélisé. Il a préféré prendre de l'argent et partir sur Marseille. Mais entre-temps, il a connu une femme, une fille du pied noir, et c'était le policier, justement, Mouni. Et c'était un amour impossible. Il voulait parce que pour cette femme, il prenait pour Xavier, un nom qu'il a emprunté. Mais lui, c'était Mohamed. Bon, il croyait que c'était le fils d'un laitier. Et c'était un bon parti pour se marier avec lui. Et cette histoire, quand il avait pris l'argent du lui, il est parti sur Marseille. Il avait pris un billet de bateau sans revenir. De Marseille, il a vu justement des gens qu'il connaissait. Il est parti sur Paris. Au début, il avait beaucoup d'argent, ça paye, plus l'argent du lait. Il l'avait dépensé en rien. Après un temps, le policier qui faisait l'enquête était parti sur Paris. Il y avait une rencontre fortuite. Il l'a vu à Paris, par hasard. Il lui a dit, moi, de l'argent du lait. Là, l'autre, il a dit, tiens, je vais finir en prison ce soir. Que faire? Il est revenu sur Marseille. C'est-à-dire, chaque fois, il y a quelque chose qui le propulsait en avant. Ce n'était pas son choix. Et cet appel des sirènes qui le poussait un peu, d'une place à une autre, d'un coin à un autre. Il est revenu sur Marseille pour finalement, quand il est sorti du train à Marseille, il est parti vers le port. Là, il y avait une sirène de bateau qui était actionnée. Il a sursauté, le bonhomme a sursauté, mais tiens, après l'effet de surprise, il avait dit, tiens, c'est une bonne idée. Si je trouve un moyen de partir par bateau, je vais m'échapper aux griffes de la justice française, qui n'était pas dans le temps, surtout quand il s'agit d'un indigène. Si vous voulez une poule, vous allez payer un éléphant, c'est clair. Donc le bonhomme, il avait pris, il a été voir un de ses compatriotes qui habitait Marseille, il lui avait suggéré, est-ce que je peux avoir un
travail quelconque sur un bateau, je dois partir. J'avais fait une bêtise avant de venir ici. Et je suis en train de Baudra. Si vous pouvez m'aider à partir, ça serait une bonne chose. Le bonhomme lui a dit, je vais voir ce que je peux faire, mais je ne vous promets rien, parce que dans le temps algérien en France, à la limite, il peut vous embaucher dans les gens qui travaillent, si jamais le contre-maître, le chef français le veut, parce que c'est pas, il n'a pas quelconque connaissance. Donc il avait, quand même, il lui avait débloqué une place dans l'usine. Le hasard l'avait mis d'aller au port, parce qu'ils avaient des pièces à transporter, il faisait tout le travail. D'ailleurs, on l'avait embauché comme suppléant aux absents. Si jamais il y aurait le factateur qui est absent, il va prendre sa place. Le jardinier qui n'est pas venu pour une raison, il prend sa place. Le gars au cuisine qui fait la vassiette, le plongeur qui n'est pas venu, il prend sa place. Il est là, chaque jour il prend une fonction. Ce jour-là, il était accompagnateur dans les camions pour aller au port. Et là, il a trouvé le mal qui lui a dégoûté ce fameux sésame, cette fonction, au niveau du bateau. Il est parti aux États-Unis, il est resté là-bas, il s'est marié, il a eu des gosses. C'est quand sa femme est morte, quand même aux États-Unis, le cancer du sein n'était pas très connu. Une fois que ses fils et filles étaient grands, mariés, il ne voyait pas ce qu'il va faire. Il est revenu. Quand il est revenu en place, et au souk, personne ne le connaît. Il avait des cheveux blancs, comme nous. Et personne ne le connaît. Ah, c'est Mohamed. Normalement, il a été dévoré par le chacal. Pour le Mohamed, il a été dévoré par le chacal, mais il fait surface. Donc, pour lui, ce qu'il avait touché vraiment, c'est que de ne pas être reconnu par les siens. En France, ailleurs, aux États-Unis, c'était un étranger. Chez lui, c'était un étranger. Il avait trouvé ça sur une grande sœur et une vieille femme qu'il connaissait avant de partir en gamin. Il a rajouté 15 jours et il est décédé. Chaque jour, il revenait. D'ailleurs, il est même reparti dans le sein, dans le mausolée. Il a remis l'argent un peu plus. Qui a servi à un autre de partir. Je vous laisse pas pour vous raconter toute l'histoire. C'est fait. Parce que vous l'avez lu peut-être. Et surtout, j'ai essayé de mettre un peu ce jeune homme, ce jeune garçon, qui avait pris de peur, après de peur de la police, après de peur de la chrétienne. Il avait toujours une peur qu'il propulsait pour finalement faire une vie et revenir. Et dans le livre, j'ai dit que le Kabyle, c'est comme le saumon. Il revient toujours à la rivière du jour pour mourir ou pour se reproduire si ses œufs sont enterrés. C'est ce que je veux dire. Le Kabyle revient toujours dans l'esprit. Aujourd'hui même, certains immigrés, ils veulent bien venir au bled, mourir ici. Vous direz pourquoi, je ne sais pas. Et finalement, il est revenu au bout de 15 jours. Ces 15 jours qu'il avait passés, il se réveille tôt le matin pour aller voir, visiter, revoir un peu là où il fait ses chairs, revoir un peu le souk, revoir les gens qui restent encore, les environs, et Chaben, tout ça. Et en fin de compte, un jour, sa sœur attendait qu'il se lève et rien. Il était mort. On l'a trouvé dans la chambre de ses parents, mort. Il avait un sourire sur le visage. Il était content, d'après l'interprétation de sa sœur. Quand ils sont venus, ils ont vu un cahier. C'était un cahier qui date de Nathalie, la chrétienne qui lui a donné le cahier. Il avait pris une note, toutes les notes importantes de sa vie, telle date, parti sur Marseille, telle date, ceci, telle date, il avait rencontré Monique, un tas de choses que vous avez lues comme le. Et je vous remercie.